Quand on veut automatiser et augmenter son efficacité, il ne faut pas avoir peur de mettre finalement ce qu'on faisait pendant 5 ans, le mettre à la poubelle et se dire OK, on va réfléchir d'une autre manière. L'objectif du FP&A et de mon rôle, en fait, ça va être de piloter et guider les décisions un peu stratégiques et opérationnelles via l'analyse, via nos analyses financières. On va compter sur nous pour communiquer justement cette performance financière et donc de communiquer à toutes les parties prenantes. Il faut qu'en fait la donnée financière s'adapte en même temps que l'entreprise, et donc c'est-à-dire à la même vitesse. Travailler en startup, ça vous permet en fait de sortir un peu des limites traditionnelles de votre scope. Maintenant, les profils finance doivent avoir un profil data aussi. Bon, c'est bien beau de sortir des chiffres, mais s'ils sont compris, ils sont intelligibles pour personne, finalement ils ne servent à rien, ils n'auront pas d'impact. Bienvenue dans l'entretien Berthois Conseil. Je suis François Charles et dans cette série sur les métiers de la finance, nous allons décortiquer le quotidien des grandes fonctions financières pour mieux vous aider à piloter votre carrière. Cette série est produite par le cabinet Berthois Conseil, spécialiste du recrutement des fonctions financières et du conseil en gestion de carrière. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode dédié au poste de directeur du contrôle de gestion. J'ai le plaisir de recevoir Fabien Bijard, Head of FP&A de la société Encore Store, avec qui on va aborder aujourd'hui 3 grandes thématiques: le métier en lui-même et les compétences associées, la gestion de carrière et le recrutement. Fabien, bonjour, ravi de te recevoir. Comment vas-tu ? Bonjour François Charles, très bien et toi ? Très bien, je te remercie. Donc, on ne se connaît pas vraiment, mais donc, tu m'as été recommandé par une amie commune, Nathalie Royer, d'ailleurs, qui enregistre son podcast 360 Insights dans ces mêmes studios. Quand je lui ai parlé un petit peu du concept de ce podcast où j'allais chercher des experts en finance pour parler de leur métier et nous expliquer un petit peu leur quotidien, elle a très rapidement pensé à toi pour incarner justement ce rôle de directeur du contrôle de gestion. Et alors le contrôle de gestion, c'est fantastique, on peut y rattacher plein de choses, c'est connecté à plein d'étages de la fusée, et donc j'ai hâte de découvrir tout ce que tu as à nous dire sur ce sujet aujourd'hui. Peut-être pour les auditeurs qui, comme moi, ont la chance d'approfondir et de découvrir ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui, et voilà, mettre tout ça un petit peu en perspective. Ouais, écoute, déjà, je tiens à remercier Nathalie de nous avoir mis en contact et merci à toi aussi d'organiser ce podcast. Moi, je suis actuellement Head of FP&A chez Encore Store. Donc, Encore Store, c'est une startup qui a été créée en 2019. C'est une marketplace qui met en relation du coup les marques et les commerces indépendants. Donc moi j'ai rejoint Encore Store en septembre 2021 en tant que senior FP&A. Donc je parlerai après par la suite de mon parcours au sein de cette startup. Donc avant de la rejoindre, j'ai travaillé pendant 4 ans chez EY, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Donc durant ces 4 années, j'ai fait 4 années en audit et 1 année en conseil sur ma dernière année en tant que senior 2. D'accord. Donc voilà, pendant 3 ans, vraiment full audit, où là j'ai travaillé pour des grands comptes, notamment Total, Thales, Naval Group. Donc là j'ai pu apprendre le métier d'auditeur, et donc un peu parfaire mes compétences en finance d'entreprise et voir plusieurs business. Et pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins le métier d'auditeur financier, est-ce que tu peux rappeler en 2 mots en quoi ça consiste, ce que tu fais, comment ça se passe le métier d'auditeur, en fait, c'est vraiment de la revue des comptes financiers des entreprises. Donc, c'est une mission légale. Les entreprises doivent se faire auditer pour après publier leurs comptes sur les marchés financiers si elles sont cotées. Donc, ça passe par... Voilà, il y a vraiment 2 stades un peu sur un audit. Il y a un peu, on va dire, l'intérim, où on va essayer de comprendre en fait les process financiers des entreprises. Okay. Donc, comment, le process vente, le process achat. Donc, ça passe vraiment par une compréhension générale du business. Et puis après, en fait, la revue des comptes. Des comptes, ça va être le PNL, le bilan, et de revoir un peu tous les flux financiers de l'entreprise pour attester finalement que les comptes qui sont publiés à la fin sont justes, ou en tout cas juste à 95%, parce qu'on a toujours ces 5%. Donc voilà, la mission d'auditeur, elle se découpe vraiment en 2 parties. D'accord. Donc ça a été quelque chose que tu as fait pendant 3 ans. Tu as audité donc des grands comptes dans différents secteurs d'activité. Tu l'évoquais, donc l'énergie, la défense. Et puis du coup, tu as basculé en interne toujours sur un métier plutôt conseil, c'est ça ? Ouais, donc au sein d'EY, il y avait une équipe qui s'appelait SPNA, donc c'était du conseil en data et automatisation. Donc finalement, sur ma dernière année, j'ai fait 50% d'audit et 50% de conseil. Donc là, j'ai eu notamment une grosse mission pour le fonds d'investissement Euraseo qui voulait en fait automatiser
la production de leur reporting, soit reporting mensuel, trimestriel, annuel. Et donc là, on a une mission, c'était vraiment d'automatiser via les outils. Donc on a utilisé des outils comme Alteryx, Power BI, qui est un outil database de Microsoft, et d'automatiser l'ensemble de ces reporting pour faire gagner du temps en fait aux différents analystes financiers, donc d'avoir plus de temps pour donner les résultats, donner des recos, plutôt que sur de la production en fait, de chiffres en tant que tel, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression parfois, ou en tout cas on a beaucoup entendu ça, notamment dans le contrôle de gestion, qu'il y a 10 ans, c'était les postes les plus juniors, 90% de data crunching et 10% d'analyse, parfois et encore. Donc là, je comprends effectivement que tous ces outils que tu as évoqués, ils permettent d'aller vers plus d'automatisation, plus de simplicité, et pour dégager plus de temps d'analyse. Exactement. Comment est-ce que toi, tu as été formé à ces outils ? Parce qu'on ne se réveille pas un matin en se disant je suis un expert Power BI, quoi. Non, c'est sûr. Déjà, j'ai eu la chance d'être chez EY qui propose pas mal de formations sur, justement sur la data, sur les outils. Après, je me suis auto-formé. Moi, c'est les nouvelles technologies et les outils, c'est toujours été un peu aussi une passion. Et du coup, je me suis dit, OK, si je veux me démarquer aussi au sein d'EY, parce que finalement, c'est un peu aussi le parcours classique après une école de commerce. En fait, il faut réussir à se démarquer. Et du coup, je me suis auto-formé. Le premier logiciel où je me suis formé, c'était Spotfire, donc qui ressemble un peu à Tableau, Power BI. C'était en quelle année, ça, tu te souviens ? Dès ma fin de première année, entre Junior 1 et Junior 2, je me suis dit, OK, ces outils ont l'air vraiment, vraiment puissants. Donc, je me suis auto-formé. Et en fait, j'ai commencé cette formation. Et puis après, je me suis dit, OK, il faut que je le mette en application. Et donc, j'ai commencé à mettre du Spotfire sur mes missions, notamment une mission que j'ai eue avec Nathalie. Et voilà, ça a tout de suite plu parce qu'en fait, on peut... raconter une histoire financière de manière plus abordable, plus synthétique via de la database. Et ça a été très bien perçu et j'étais content aussi de m'être auto-formé. Donc voilà, c'est en autodidacte, mais aussi via de la formation au sein d'EY. Et c'est quand même incroyable de se dire, on a fait 3 ans d'audit et on est propulsé sur un des plus gros fonds d'investissement de la place parisienne pour aller... finalement transformer et chambouler leur manière de produire l'information financière est quelque chose qui est hyper clé pour eux parce que sans un reporting adéquat, déjà il y a toute la partie réglementaire qui s'effondre et puis c'est la confiance de leurs investisseurs. Donc, et donc c'est un peu la force de ces grands cabinets, je trouve, c'est de pouvoir ouvrir des portes à des personnes qui ont 3-4 ans d'expérience post-études et de leur mettre dans les mains effectivement ce type de mission qui est hyper impactant, quoi. Ouais, totalement. Enfin, ils cherchaient vraiment à améliorer la productivité de leurs analystes financiers. Ils n'ont pas eu peur en fait de détruire et de reconstruire. Et voilà. Et parfois en fait, quand on veut automatiser et augmenter son efficacité, il ne faut pas avoir peur de mettre finalement ce qu'on faisait pendant 5 ans, le mettre à la poubelle et se dire OK, on va réfléchir d'une autre manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions et je pense qu'avec l'IA aussi. C'est des avancées technologiques qui permettent de changer ces process. Il ne faut pas hésiter en fait à essayer de reconstruire quelque chose de nouveau et il faut avoir le courage de le faire. Est-ce que tu trouves que cette politique un peu de la table rase, c'est quelque chose qui te représente un petit peu ou tu as l'habitude effectivement de chercher de l'amélioration continue et c'est peut-être ce qui t'a guidé aujourd'hui dans ce poste de FP&A ? Justement, c'est très bien qu'on en parle. Pareil, il y a tout ce que j'avais construit depuis 2 ans sur un outil. J'ai décidé de repartir à zéro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça m'aurait pris plus de temps à essayer de recoller un peu les morceaux et de réparer un peu ou d'essayer d'améliorer sur une base qui n'était pas, en fait, qui était pas saine ou en tout cas qui commençait à perdre l'équilibre. Et donc, j'aime bien prendre en fait ce risque de dire OK, repartons d'une feuille blanche. Ce que je pensais il y a 2 ans, en fait, c'est plus d'actualité. Ou comment est-ce que j'ai aussi grandi, par exemple, sur les outils. Je me suis amélioré. Donc, finalement, comment j'avais pensé les choses il y a 2 ans ou comment je les construis, finalement, ce n'était pas la bonne méthode. Et en fait, on se rend compte que en reconstruisant, on gagne énormément de temps par la suite. Donc, c'est quelque chose qui me qualifie. Ok, donc il y a toute cette... donc là, on a abordé un peu le concret de ce que tu fais aujourd'hui chez Encore Store. Ça fait partie de tes attributions, effectivement, de réfléchir à ce
grand plan, entre guillemets, de comment est-ce qu'on va ordonnancer les opérations et le pilotage de la performance sur les 6, 12, 18, 5 prochaines années, enfin mois-années. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu plus de ton poste? Donc, tu rentres FP&A associate ou analyste et tu évolues du coup chez Encore Store. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de tes attributions actuelles et comment est-ce qu'elles ont évolué peut-être? Ouais, alors à la base, je suis rentré donc senior FP&A. Donc quand je suis arrivé chez Encore Store, on était deux dans l'équipe finance. Il y avait le RAF et moi. Donc c'est vrai qu'en fait, les 6 premiers mois, j'étais pas juste cantonné au FP&A, c'était vraiment d'aider en fait le RAF à monter le département finance. On n'avait pas d'équipe, on n'avait pas d'outils, donc les process étaient et les reporting étaient vraiment au stade initial, zéro. C'était un tableau Excel et c'est tout. Donc il y a eu pendant ces 6 premiers mois un scope beaucoup plus large que le FP&A. Donc ça passait par la mise en place de processus financiers, d'aller structurer justement la donnée financière, et de la fiabiliser aussi, parce qu'avant de faire des projections ou quoi que ce soit qu'on attribue au contrôle de gestion, finalement il faut quand même des données actuelles bonnes et fiables. Donc il y a eu toute cette partie-là, et puis la mise en place aussi d'outils pour nous aider. Donc le choix d'un ERP, donc on a pris NetSuite, le choix justement d'un outil FP&A qui est Pigment. Donc voilà, essayer de créer la stack d'outils pour la finance, et puis après commencer le recrutement, parce que on a connu dès que je suis arrivé, il y a eu la levée de fonds un mois après. Donc j'étais déjà propulsé sur le dossier de levée de fonds un mois juste après mon arrivée, qui était un beau challenge aussi. Donc là, on a levé 250 millions d'euros 2 mois après que je sois arrivé. Donc ça a mis la boîte dans une autre dimension, et aussi du coup la startup, l'équipe finance aussi dans une autre dimension. Donc on a recruté, et j'ai commencé à former l'équipe FP&A. Et donc là, il y a eu cette transition un peu vraiment sur mon scope. J'étais d'un scope, on va dire, finance globale à vraiment mon scope finance. Et du coup, en intégrant des nouvelles personnes dans mon équipe, j'ai dû aussi partitionner finalement. Je ne pouvais plus avoir tout le scope FP&A. Donc moi, je me suis plutôt focus sur la partie haute du business. Donc le revenu, la marge, tout ça. Et puis j'ai recruté une autre personne qui avait le même poste et la même expérience que moi, plutôt sur la partie basse du PNL, parce qu'il y avait un grand ménage à faire et des améliorations à apporter. Et puis j'ai recruté une junior analyste qui m'aidait plutôt sur ma partie. D'accord. Alors, le sujet du recrutement, c'est un sujet qui me tient à cœur énormément, donc on aura l'opportunité d'y revenir après, mais je serais curieux de savoir effectivement comment est-ce que tu t'y es pris, qu'est-ce que tu es allé chercher, quelles étaient pour toi les choses qui étaient importantes à la fois en termes de hard skills et de soft skills pour pouvoir rejoindre un petit peu ton équipe. Si on doit mettre des ordres de grandeur aujourd'hui, juste pour donner quelques idées. Donc, Encore Store, c'était une startup, vous étiez 2 à la finance quand tu les as rejoints, ouais. Tu as dit. Aujourd'hui, vous êtes 4, 5, un peu plus? Alors, en FP&A, on va être 3. Après, en compta, ils vont être 2. Il y aura le CFO. Donc, on est 6 en vraiment core finance. Mais on est monté à presque 10 à un moment. D'accord. Et alors, concrètement, donc, il y a ces 250 millions de levée de fonds. La trajectoire du chiffre d'affaires, à peu près, si on regarde par rapport à quand tu es rentré, ça donne quoi à peu près? Alors, je ne vais pas pouvoir communiquer les chiffres de manière vraiment transparente, mais alors nous, ce qu'on regardait surtout à l'époque, c'est le volume d'affaires, pas le chiffre d'affaires en tant que tel, parce que sur un marketplace, en fait, finalement, c'est du volume qui transite entre justement nos commerces indépendants et les brands. Donc là, on était sur la croissance on va dire folle, à plus de 3 chiffres. Voilà, c'est ce qui nous a, les 250 millions, la levée de fonds nous a permis d'aller chercher cette croissance. L'ambition, c'est quoi? C'est de créer un Amazon un peu à la française sur des indépendants ou Exactement, oui. Okay. Exactement, c'est d'aller ce que vous avez pour le B2C, parce que Amazon fait pour le B2C, c'est de le recréer pour le B2B. D'accord. C'est un marché complètement différent aussi. Ok, oui, non, je n'avais pas saisi effectivement que c'était vraiment spécifique B2B, donc ouais, effectivement un projet hyper ambitieux. C'est ça qui t'a séduit et peut-être convaincu de les rejoindre, toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce projet-là à la base? Ouais, déjà le projet est ambitieux. Il faut dire quand vous le vend, de devenir un peu le Amazon pour le B2B, voilà, c'est quand
J'ai quitté EY et cherché aussi un projet ambitieux dans lequel je me reconnaissais. Et donc, c'est vrai que ce projet m'a marqué, me dire, OK, j'ai envie de faire partie de cette aventure. Il y avait aussi une équipe dirigeante très compétente et me dire, OK, c'est des fondateurs qui m'inspirent aussi. Donc, c'est aussi c'est des choses quand on cherche un job, surtout en startup, ça va être le projet, les fondateurs. Et je pense que ça fait partie de 70% de son choix, quoi. Et puis après, forcément, quand on se dit qu'il y a une levée de fonds qui arrive bientôt, ça te donne aussi de la perspective en termes de stabilité, en termes de projection. C'est quand même plus simple de se projeter dans une startup qui est financée que dans une startup qui est peut-être bootstrappée avec parfois des rentabilités qui sont un peu plus longues ou un peu plus difficiles à aller chercher. Donc, OK. Et donc aujourd'hui, ton rôle donc, de Head of FP&A, si on doit regarder les grandes métriques et en tout cas les grandes tâches qui te prennent 80% de ton temps, ce serait quoi aujourd'hui? Ouais, alors vraiment, si on veut, l'objectif du FP&A et de mon rôle, en fait, ça va être de piloter et guider les décisions un peu stratégiques et opérationnelles donc, via nos analyses financières. Donc, si on essaie d'établir un peu les 3-4 tâches qui vont prendre le plus de temps, on va dire, durant ma journée de travail, en fait, déjà, on a les prévisions financières. Donc, on va être moteur en fait sur l'établissement du budget, sur la réalisation du forecast, et donc via ces analyses de prédire en fait le futur. C'est ce qu'on attend de nous, de donner une vision à plusieurs mois, plusieurs années, de dire ok, c'est quoi la trajectoire que prend l'entreprise. Donc, ces prévisions-là, ça passe par la création de modèles. Comme j'ai dit, quand je suis arrivé, on n'avait même pas de forecast ou de modèle. Donc, c'était de créer ces modèles. Une fois qu'ils sont créés, il y a toute cette mise à jour. Donc, opérationnellement, enfin, tous les trimestres, il y a ce travail de reforecast, de dire, OK, on regarde ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois et on se dit, OK, est-ce que la trajectoire que j'avais donnée il y a 3 mois, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? On sert surtout qu'on est dans un environnement changeant. Et donc, les projets qu'on avait priorisés il y a 3 mois, ce n'est plus forcément les mêmes. Donc, il y a tout ce travail en fait d'actualisation des modèles pour définir la trajectoire future de l'entreprise et d'essayer d'être le plus fiable possible. Et donc ça passe aussi par de la collaboration avec les différents départements, parce que vous n'avez pas la science infuse en tant que financier, mais pour créer ces modèles et définir les hypothèses, vous devez en fait travailler avec les différents départements, soit marketing, sales, produits, pour dire ok, aujourd'hui c'est quoi les projets, les initiatives qui sont prises par ces équipes et comment ça va impacter finalement mon volume d'affaires et mes chiffres. Donc il y a un vrai travail de collaboration et le but est d'avoir une vision globale, parce que en fait on est une des équipes qui doit avoir cette vision globale de l'entreprise, du business. Il faut comprendre pas seulement son PNL, mais le comportement client, les tendances du marché. Et c'est comme ça qu'en fait, on crée les prédictions et les prévisions futures. Okay. Et donc, dans ton tableau de bord, les KPI justement que tu regardes tous les jours, c'est quoi? Alors, déjà, ce volume d'affaires. Ouais. Ce volume d'affaires, donc de combien transite par la marketplace, puisqu'en fait, tout notre business model est basé sur ce volume d'affaires, le chiffre d'affaires. Donc, on a un pricing basé sur des commissions. Et ensuite, après, on va avoir des coûts de logistique. Enfin bref, on va avoir du coup les principaux KPI. Ça va être ce volume d'affaires. Ensuite, ça va être de manière plus analytique le nombre de clients en fait, qui achètent par jour, combien ils dépensent sur notre marketplace. Et puis après, tout ça va se transformer dans notre PNL sur combien de revenus en fait, je prends sur ce volume d'affaires. C'est quoi ma marge aussi sur mon volume d'affaires. Et en fait, il y a toute cette dimension analytique, parce qu'en fait, toutes ces données-là, on les a... en fait, c'est de la donnée qu'on a à la commande. Donc, chaque commande, on a des spécificités. Est-ce que ce client, il est en France? Est-ce que la marque, elle est en Allemagne? Est-ce que c'est un nouveau client? Est-ce que c'est un ancien client qui revient? Donc, on a toute cette dimension analytique. Et en fonction, justement, de la performance, parce qu'en fait, une fois qu'on a défini les prévisions, on a le suivi de cette performance. Et du coup, pour faire ce suivi, on va se baser sur ces KPI et sur les dimensions analytiques pour savoir est-ce qu'on est est-ce qu'on est aligné avec l'objectif? Est-ce qu'on est en retard? Et finalement, vos analyses vont dépendre de ce que vous devez trouver pour comprendre en fait soit le problème ou ce qui marche vraiment.
Ok. Donc, fondamentalement, ton poste, il a quand même beaucoup évolué depuis que tu es rentré dans la structure. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a une dimension business qui est hyper forte. En plus, je dirais du fameux triptyque récurrent du contrôle de gestion, budget, forecast, clôture. Vous êtes sur des formats de clôture mensuels, donc ça vous permet de réactualiser justement vos forecasts tous les trimestres. Qu'est-ce qui fait la spécificité du contrôle de gestion chez Encore Store, dans une start-up qui est devenue une scale-up, où finalement, vous êtes dans un modèle un peu de société de technologie, quoi. Non, on va dire qu'il y a cette partie communication. Donc, en fait, on attend de nous, en fait, une mise à jour et un update, on va dire, de la performance. Donc, on va compter sur nous pour communiquer, justement, cette performance financière et donc de communiquer à toutes les parties prenantes, que ce soit à toute l'entreprise, au management, aux investisseurs. Donc, il y a tout ce pan-là, en fait, au niveau du contrôle de gestion chez Encore Store. Je vais m'adapter en fonction des parties prenantes, ma communication. Et en fait, c'est de rendre intelligible cette communication financière, parce qu'on travaille sur des modèles, on va dire complexes, et ça va être de transformer ces chiffres en insights et en recommandations persuasives et simples et intelligibles par tout le monde. Donc ça, c'est toute la transformation de ta matière brute qui sort de tes systèmes d'information dont on parlait tout à l'heure, pour les transformer justement en métriques intelligibles, pour justement aider à la prise de décision. C'est ça. Et le fait que ce soit une marketplace par essence digitale, ça a un impact sur les métriques particulières. Ça a quoi comme impact pour toi? Ouais, Encore Store, la spécificité, c'est qu'on a une multitude de clients. D'accord. Donc les bases de données, donc comparées par exemple à du SaaS, on a une multitude de clients, une multitude de commandes. Et en fait, ce qui fait que on doit avoir une rigueur analytique au sein du département FP&A chez Encore Store, parce qu'on a énormément de données. Et donc, on peut avoir cette donnée, elle peut être polluée, elle peut être pas fiable. Et donc, du coup, il faut avoir cette rigueur au sein du département FP&A pour après donner des recommandations justes et indiquer la bonne direction. Donc, la spécificité chez Encore Store, comparé à une boîte de SaaS, ça va être vraiment cette multitude de données qu'on doit analyser sous différents points analytiques. Une autre spécificité, ça va être le fait que c'est une boîte qui évolue vite. Et donc, on doit rester agile. Si on sort un nouveau service le 25 du mois ou un nouveau produit, finalement, le 30, il faut que tout soit en place dans la donnée, dans nos reporting, pour se dire, OK, en fait, la semaine là, où on a lancé notre service, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'on doit continuer? Et donc, on doit s'adapter très, très rapidement. C'est aussi très challengeant, et c'est ça aussi que j'aime au sein d'Encore Store, c'est que on doit rester agile tout au long de notre vie chez Encore Store. Donc, il y a effectivement dans la tech cette stratégie d'évolution produit, avec, du coup, je comprends des stratégies de test avec derrière un go-no-go. À quelle fréquence est-ce que ça arrive? À quelle fréquence, finalement, est-ce que vous vous posez la question de savoir est-ce qu'on finance telle évolution produit plutôt que celle-ci, et pour quels résultats est-ce compté? Ouais, déjà, si on remet dans le contexte, depuis que je suis arrivé, on a changé 2 fois un peu de business model. D'accord. Donc, ça a été... qui dit changement de business model, une autre manière de réfléchir, une autre manière de présenter la donnée. Donc, il faut qu'en fait, la donnée financière s'adapte en même temps que l'entreprise, et donc, c'est-à-dire à la même vitesse. Et donc, ça demande beaucoup d'anticipation au sein de l'équipe FP&A, d'aller comprendre, en fait, OK, on change ça côté produit ou au niveau de business model. Qu'est-ce que ça va impliquer, en fait? Est-ce que ça va impliquer des changements dans la donnée, de comment on va la présenter? Et donc, il y a tout ce travail d'anticipation, en fait, qui est très, très important, plus que, je pense, dans des boîtes où c'est déjà très structuré, où le business model marche, on va peut-être aller sortir un nouveau service et tout, mais là, il y a un vrai degré d'anticipation. C'est sûr qu'il y a moins de latitude, je pense, pour bouleverser un business model chez un Decathlon, et pourtant, ça reste une entreprise qui a su souvent se réinventer, que dans une start-up où on est 6 à la finance et où il y a nécessairement, en plus, par essence et par nécessité, pour répondre aux besoins des consommateurs et des clients, le besoin de savoir se réajuster et parfois se réinventer un petit peu. Ok, non mais écoute, passionnant. Est-ce que justement ces
ces aspects de versatilité, de flexibilité, d'adaptabilité, ça fait partie des choses que tu trouves épanouissantes dans ton travail. Voilà, un petit peu ma question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui fait que tu te sens épanoui aujourd'hui dans ton boulot? Ouais, bah, justement, le fait de travailler en startup, ça va être. En fait, travailler en startup, ça vous permet en fait, de sortir un peu des limites traditionnelles de votre scope. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des projets qui ne sont pas forcément FP&A, travailler. Je vais prendre des exemples. Je travaille étroitement avec l'équipe marketing pour définir des nouvelles offres. On va gérer la partie procurement parce que on est une startup, on n'a pas d'équipe achat et procurement, donc on va travailler tout sur le levier des négociations avec les outils, avec nos différents fournisseurs. On va travailler avec le market sur des deals avec nos clients. Donc, en fait, si vous voulez vous investir et si vous voulez apprendre d'autres choses que simplement votre métier, développer de nouvelles compétences, en fait, vous pouvez le faire. Et la prise d'initiative est vachement, je trouve, valorisée chez Encore Store. Et moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et voilà, c'est comme ça aussi que je trouve la motivation chaque jour. Et dès que je me dis, OK, ça, c'est un projet sur lequel je peux travailler ou sur lequel j'ai envie de travailler, en fait, je vais y aller, quoi. OK. Je rembobine un tout petit peu parce que je me rends compte qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui est plutôt lié à ta fiche de poste et à tes responsabilités. C'est toute la dimension managériale. Aujourd'hui, donc, en qualité de Head of FP&A, tu m'as dit que tu manages deux personnes, c'est ça? Qu'est-ce que tu dirais qu'en termes de pondération, dans ton temps hebdomadaire, ça te prend? Je pense que le management complet me prend au moins une journée. D'accord. Au moins une journée, parce que moi, déjà, il y a, chaque semaine, je vais faire un meeting avec chaque membre de mon équipe en one-to-one, plus après un meeting d'équipe. Et puis, finalement, il y a tous ces calls sur certains projets où on va faire le point, où je vais les aider, je vais les coacher. Et puis après, il y a aussi le travail un peu de revue. Et puis, il y a aussi un peu la formation. Je trouve que le manager doit être en fait un peu le formateur. C'est moi, par exemple, qui a implémenté un Piment. Donc, quand une personne arrive au sein de l'équipe, cet outil, généralement, vu que c'est un outil un peu nouveau, il n'est pas connu. Il faut apprendre un langage c'est un langage propre à l'outil. Et donc, il y a toute cette formation sur nos outils. Après, c'est pareil, c'est aussi ma mission en fait, d'améliorer leur productivité, leur efficacité. Donc, ça va être OK sur Excel. Aujourd'hui, tu es peut-être à un niveau débutant où tu as pu apprendre un peu Excel, mais voilà, par exemple, l'audit, et tu en as fait aussi, ça te permet de développer des skills sur Excel qui sont assez poussés. Et donc, je passe aussi du temps à former les différents membres de mon équipe. Donc, je pense que ça prend au moins une journée par semaine. Par semaine. Donc, plus effectivement ces aspects de suivi de la performance au quotidien pour guider le travail, plus la partie de montée en puissance. Est-ce que, justement, donc tu faisais référence à l'expérience managériale qu'on a eue en cabinet d'audit, cette partie montée en compétences, est-ce que tu dirais que c'est le point de différence finalement entre le management d'équipe tel qu'on a pu le concevoir en cabinet d'audit et aujourd'hui le management d'équipe tel que tu l'as chez Encore Store? Ouais, déjà, c'est vrai qu'en audit, on est amené à manager au bout d'un an. Je pense que ça, c'est un peu la force aussi des cabinets, c'est qu'au bout d'un an, vous avez déjà un junior ou un stagiaire en fait en dessous de vous que vous devez encadrer et qu'on retrouve pas. Qu'on retrouve à peu près nulle part. Et donc, c'est un peu la spécificité je trouve, des cabinets d'audit qui vous propulsent direct en tant que manager alors que vous avez à peine un an d'expérience. Donc, déjà, ça a été très enrichissant. Et puis après, sur la différence entre manager au sein d'un cabinet et manager au sein d'une startup, au sein d'un cabinet, en fait, vous managez une personne pour une mission courte. Donc, tu as une mission d'une semaine, un mois, 2 mois, mais vous n'êtes pas dans du management long terme. Et donc, finalement, quand vous êtes en audit, vous n'avez pas le temps de passer autant de temps sur la formation, sur faire grandir la personne. Et c'est ça que moi, aujourd'hui, que j'aime aujourd'hui dans mon métier par rapport à avant, c'est que
vous voyez en fait l'évolution en fait des membres de votre équipe quand ils sont arrivés. Ils ne savaient pas maîtriser un outil, ils ne comprenaient pas forcément le business. Et en fait, au fil de l'eau, au fil des mois, vous voyez cette personne grandir. Et ça, c'est très voilà, c'est important aussi. Oui, c'est la partie, j'imagine, qu'on trouve appréciable dans le management. Euh, Justement, finalement, quand tu as eu cette bascule, toi, chez Encore Store, entre le poste plutôt de production dans lequel tu as intégré la structure et les postes de management dans lesquels tu as évolué après, ça a été quoi pour toi le challenge d'un point de vue managérial auquel tu t'es forcément confronté et qu'est-ce que tu as pu mettre en place justement pour surmonter ce challenge? Ouais, justement, c'est ce management long terme. De réfléchir aussi en fait à vos plans de carrière des membres de son équipe. En fait, ok, c'est quoi ses envies, ses aspirations personnelles, professionnelles, et dire ok, comment on peut y arriver ensemble. C'est vrai que chez EY, on n'a pas ça. En fait, on a déjà un parcours un peu tracé. Et dire, ok, en fait, l'année prochaine, il passe senior, après, il passe senior 2, senior 3, et puis manager. On va dire que le plan de carrière est déjà défini par l'entreprise. Là, aujourd'hui, chez Encore Store, en tant que manager, c'est à vous en fait de définir le plan de carrière. À quoi votre équipe va ressembler à quoi dans un an, dans 2 ans. Donc c'est à vous de définir ce plan de carrière et bien sûr en collaboration avec les membres de son équipe. Eux, ils ont des envies, notamment de scope. Ils préfèrent, par exemple, je sais pas, travailler sur la top line. Donc du coup, dire ok, est-ce que on va pouvoir permuter les scopes au bout de 6 mois, une fois qu'il aura bien maîtrisé ses tâches. Donc c'est plus cette réflexion long terme qu'il faut avoir par rapport à avant où on était plus sur du court terme. Ouais, bien sûr. Et alors, c'est un point qui est hyper important et hyper stratégique, la gestion de carrière. C'est un peu aussi la thématique de ce podcast, mais je comprends que tu as la velléité d'accompagner la montée en puissance par justement le switch parfois de périmètre des personnes de ton équipe. C'est toujours beaucoup plus difficile à faire quand on a une petite équipe que quand on est chez EDF ou chez Total avec effectivement des équipes en finance de dizaines et voire de centaines de personnes. Comment est-ce qu'on peut organiser d'un point de vue opérationnel ces backups? À quelle vitesse est-ce que tu peux les envisager? Et est-ce que... Bon, déjà, on va commencer par là comme question. Non, mais justement, on a le fait qu'on soit une petite équipe. Je pense que c'est un peu notre force. Par exemple, tout le monde part en vacances. Et donc, quand la personne qui est en charge de tel scope part en vacances, finalement, il faut bien qu'il soit fait pendant qu'il ne soit pas là. Donc, ça passe par ok, explique-nous comment tu fais, tu vas écrire les process et on va se faire des sessions pour justement pour pouvoir prendre en fait ton scope une fois que tu n'es pas là. Et donc, ça passe par aussi de l'anticipation et la rédaction aussi de prendre un peu le recul et de rédiger un peu ce qu'on fait, nos tâches, nos différents process. Tu as aussi parfois, ok, sur un projet, vous allez travailler à deux dessus. Comme ça, une personne qui est un peu moins sur le scope business, lui faire rentrer sur un ou deux projets business, ça va lui permettre en fait, de développer les connaissances et les compétences qui pourront après lui permettre de changer de scope. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je pense que déjà, il faut bien maîtriser le scope qu'on vous donne. Et puis ensuite, après, vous pouvez élargir votre scope. Puis, moi, j'ai eu la chance, au début, j'étais tout seul d'avoir le scope entier. Donc, c'est vrai que moi, vu que j'ai la vision globale, en fait, je peux prendre aussi le relais et je peux expliquer le scope d'un membre à l'autre sans avoir besoin de lui, finalement. Oui, donc c'est quand même... Et puis, de toute façon, je pense que c'est aussi la responsabilité du directeur de département ou du responsable de département de pouvoir faire cette jonction, d'être la pierre angulaire dans, on l'évoquait tout à l'heure de toute façon, mais la transmission de compétences et s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. C'était l'expression consacrée quand j'étais en audit, où effectivement, il y a une continuité de service et pour les équipes internes et pour les configurations de lancement de produits que tu évoquais tout à l'heure, etc. Il y a un enjeu fondamental aujourd'hui auquel beaucoup d'entreprises sont confrontées, c'est la rétention des talents. Le fait de pouvoir accompagner l'évolution justement des collaborateurs en interne vers des nouvelles compétences, est-ce que pour toi ça favorise la rétention ou au contraire, est-ce que ça favorise un petit peu l'effet
papillonnage, et une fois que tu n'as plus rien à donner de nouveau, entre guillemets, à manger à tes collaborateurs, ils vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, moi voilà, je vais être français avec toi. Le jour où j'apprends plus dans mon poste actuel ou dans mon entreprise, je vais penser à partir. Et donc justement, si votre entreprise, si le management vous propose de développer des compétences, par exemple de vous payer des formations. Enfin, chez Encorestor, je sais que j'ai passé une formation avec SQL, avec DataBird, donc j'ai pu développer mes compétences un peu en code, en SQL. Le fait aussi de changer de scope, de voir plusieurs choses, en fait, ça, vous sentez que vous faites un travail, vous n'êtes pas là, vous arrivez, et vous faites seulement ce qu'on vous dit de faire, et puis les compétences, au bout de 6 mois, en fait, vous avez déjà fait le tour de le tour du job, et finalement, vous n'apprenez plus rien, vous êtes juste dans un run, et vous n'apprenez plus grand-chose. En fait, le travail, pour moi, c'est la seconde école. Et en fait, tant que si vous avez cette curiosité un peu intellectuelle, finalement, vous êtes sur un apprentissage pendant plus de 40 ans. Et donc, il faut que l'entreprise mette à moyen des dispositions, des formations. Et vraiment, pour moi, un plan, c'est ça, un plan pour chacun des employés, pour dire, OK, comment il peut grandir au sein de la société. Et c'est comme ça que vous allez retenir les jeunes. Moi, la plupart des amis qui partent de leur job, c'est qu'en fait, à la fin, ils ont fait le tour et qu'ils développent une nouvelle compétence et qu'ils se disent, en fait, le seul moyen que je puisse encore apprendre, c'est de partir. Ok. Donc c'est presque un danger de recruter des gens qui sont curieux. Au début, c'est une force, et puis finalement, au bout d'un moment, c'est des gens qui vont aussi plus être suffisamment alimentés. Non, mais c'est un juste équilibre, hein. Je pense que la ligne de crête, elle est pas facile à trouver, et que beaucoup d'entreprises la cherchent. Et que c'est vraiment un des enjeux de demain, parce que la rentabilité, on le voit, ce qu'on peut délivrer avec un collaborateur qui reste sur du long terme en termes de productivité, de réflexe, de connaissance de l'entreprise, c'est tellement énorme par rapport à quelqu'un qui rejoint l'entreprise, aussi brillant soit-il et aussi rapide à l'acquisition de compétences soit-il. Il y a quand même un déficit de productivité qui est important, et que les entreprises cherchent à combler. Est-ce que toi, ça te fait penser peut-être justement à un projet que tu as pu mener sur lequel tu as peut-être senti qu'il y avait eu un avant-après, ou dans lequel tu t'es éclaté, soit sur des aspects plus techniques ou purement financiers ou managériaux? Est-ce que ça peut faire éventuellement écho à ce type de projet chez toi? Ouais, je vais prendre le projet chez Encorestor d'avoir implémenté notre outil FP&A. Donc, quand je suis arrivé, il y avait pas d'outils. Pour faire nos reporting, c'était du G-Sheet et du Excel. Et moi, je connaissais pas trop le FP&A, c'était aussi nouveau pour moi, parce que j'ai fait de l'audit et du conseil. Et voilà, c'était aussi une fonction que je découvrais en même temps que je rejoignais Encorestor. Et donc, je me suis intéressé un peu aux outils qui existaient. Et là, je me dis, OK, Piment, qui était un jeune outil. À l'époque, c'était aussi un pari un peu risqué versus des Anaplan, des Workday, des solutions déjà bien en place, mais un peu vieux jeu. Et c'est vrai que j'ai été moteur du choix en fait de cet outil. Donc, voilà, dans un premier temps, ça a été vraiment cette partie un peu benchmark, de dire OK, quel outil on prend. Et puis après, c'était toute la phase d'implémentation que j'ai commencé tout seul. Et après, mon équipe m'a rejoint, et là, on a fini l'implémentation à plusieurs. Et en fait, l'équipe FP&A et la fonction FP&A a pris une autre dimension avec cet outil, parce que ça nous a permis d'automatiser 80% de notre closing mensuel. Donc, toute la réalisation des reports financiers, en fait, ont été presque tous automatisés via cet outil. Et ça a permis aussi d'avoir une vision analytique très poussée de notre PNL et des KPI financiers qu'on suit. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à un PNL à la commande. D'accord. Donc ça peut être une commande de 200 €. On peut avoir la marge de cette commande très très facilement. Donc voilà, ça a vraiment révolutionné. Je suis assez fier de ce qu'on a construit grâce à cet outil. Parce que aujourd'hui, la dimension qu'a l'équipe FP&A au sein d'Encorestor, c'est aussi grâce à cet outil, parce que ça nous a permis de gagner énormément de temps sur la production justement des chiffres, et donc d'avoir du coup dégagé du temps pour s'impliquer dans des projets
pas seulement financiers, s'impliquer sur des projets data, de donner des recommandations très, très régulièrement, de passer plus de temps sur comment on communique ces chiffres, quel impact on veut donner, quelle trajectoire on veut donner à l'entreprise. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de dégager ce temps nécessaire en fait, pour que l'équipe FP&A prenne une autre dimension. Donc il y a vraiment eu un avant-après Pigment. Et alors c'est vrai que, en plus, j'imagine dans ton business model, mais vous devez avoir des centaines de milliers de références. Ça doit être un travail colossal pour effectivement pouvoir derrière arriver à produire un PNL à la commande, quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui était impossible finalement sur Excel, parce que votre Excel crash. Ah d'accord. Okay. Donc on a enfin trouvé les limites d'Excel. C'est bien. Ouais, je les ai trouvés assez vite. Ouais. Ok. Super. Si on bascule plutôt sur une partie gestion de carrière et recrutement, toi, est-ce qu'il y a des valeurs qui te sont chères, qui ont peut-être drivé un petit peu ta carrière et qui t'ont fait arriver aujourd'hui là où tu en es quand même chez Encore Store, alors que bon, malgré tout, tu es quand même un jeune professionnel de la finance. C'est quoi un petit peu tes drivers, ton leitmotiv? Ouais, alors, moi j'ai toujours été intéressé par l'éco. C'est vrai, je reprends un peu mon parcours au lycée. Voilà, j'ai pris SES en seconde et finalement j'ai tout de suite aimé ça. J'étais pas forcément très bon. Vraiment, je me suis dit, voilà, j'adore ça. Et au final, dès la seconde, je me suis dit, je vais faire école de commerce. Donc j'ai abandonné la voie S et je me suis orienté vers la voie ES, même si j'adorais les chiffres. Là, j'ai un peu cette passion pour l'éco. Même en prépa, je l'avais toujours, c'est la matière que je préférais. Et donc après, j'ai eu aussi cette passion un peu des nouvelles technologies. Je me rappelle à l'époque aussi en seconde, je pensais déjà à des startups dans la robotique, enfin bref. Et donc voilà, c'est cette passion un peu pour les chiffres, pour l'économie et les nouvelles technologies. En fait, c'est pas que mon parcours était déjà décidé dès la seconde, mais en fait, si. Et, c'était mon choix, c'était ce qui me passionnait. Et donc, j'ai suivi cette trace-là. Et pour moi, c'était évident que j'allais finir en finance ou en tout cas aussi vers l'entrepreneuriat, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est fou de se dire que y a une passion comme ça qui est dessinée de manière aussi claire, mais c'est vrai que je pense que c'est là où on dégage le plus de valeur aussi, quand on arrive à trouver un poste dans lequel on arrive à mêler en tout cas passion, intérêt personnel, et parce que ça donne un sens très instinctif finalement à ce qu'on fait tous les jours, et je trouve ça top. Derrière des passions, tu as toujours des drivers, donc pour toi c'est quand même un peu la partie des chiffres, de l'entrepreneuriat, tu l'as évoqué un peu à demi-mot. Est-ce que pour toi, il y a des choses qui font que, en tout cas, comment dire, des caractéristiques qu'un bon responsable du contrôle de gestion, un bon directeur du contrôle de gestion doit avoir? Ouais, je pense déjà c'est déjà une bonne connaissance du business et du secteur. Il faut c'est comme on l'a dit, pour moi, le contrôle de gestion, c'est pas le FP&A, c'est pas que des chiffres. Il faut avoir une bonne connaissance du business, de l'entreprise, de son organisation. Il y a des qualités un peu de communication aussi à avoir parce que c'est bien beau de sortir des chiffres, mais s'ils sont compris, ils sont intelligibles pour personne, finalement, ils ne servent à rien, ils n'auront pas d'impact. Donc, je pense que c'est les principales qualités, c'est de sortir un peu au-delà des compétences hard skills de la finance, la production de chiffres. Ça va être tout ce pan un peu communication, synthétisation de ces résultats et c'est sa compréhension du business, parce que c'est ici que vous allez tirer en fait les ficelles via vos chiffres et votre compréhension du business. Est-ce que justement c'est cette sensibilité business chez toi qui a fait que c'est toi qui as été aussi promu au poste de Head of FP&A, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses éventuellement? Ouais, je pense que ça en fait partie. À l'époque où on était de Lille, je travaillais plus, j'étais plus en charge justement de cette partie business. D'accord. Et à l'époque, ça répondait en fait aux besoins d'Encore Store et aux besoins de l'équipe FP&A d'avoir une personne un peu plus sur ce pan-là plutôt que l'autre qu'on avait réussi à sécuriser. Et donc, oui, je pense que ça a servi. Ok, super. Du coup, je sais que vous avez été amené à recruter quelqu'un dans ton équipe là, il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. ou en tout cas il y a un peu moins d'1 an. Ouais.
On l'a évoqué en début d'émission. Qu'est-ce que tu cherches, toi, quand tu ouvres un poste, que tu fais passer des entretiens pour rejoindre ton équipe? Comment est-ce que tu t'y prends? Qu'est-ce que tu vas chercher chez les candidats? Ouais, bah, je pense qu'au-delà de, on va dire, des compétences de base en finance qu'on peut acquérir via les cabinets ou des premières expériences en contrôle de gestion, moi, je vais m'attarder surtout sur la curiosité intellectuelle du candidat. Je prends un exemple entre deux personnes qui ont fait un parcours en audit, 3 ans en audit. Si je prends la première personne qui a juste fait ses missions, qui a juste fait ce qu'on lui demandait un peu en audit et qui n'est jamais un peu sorti du moule, et versus la deuxième personne, je sais pas, qui a formé les nouveaux entrants, qui s'est auto-formé justement sur des outils, qui a essayé d'implémenter de nouvelles choses et pas seulement de répliquer ce qui a été fait l'année dernière. Bon, bah, je vais prendre cette deuxième personne parce que voilà, on sent que c'est une personne qui va prendre des initiatives, qui va dire ok, en fait, ma carrière professionnelle, c'est pas seulement ce qu'on me demande, mais finalement, c'est moi qui fait encore des choix et qui vais prendre des initiatives pour améliorer ses compétences techniques, mais aussi voilà, personnelles, puisque la communication, c'est aussi, ça en fait partie. Donc, voilà, il y a un peu cette curiosité intellectuelle, le fait de vouloir toujours apprendre, ça c'est quelque chose que je vais valoriser. Et versus une personne qui est peut-être un peu moins bonne techniquement, je vais plutôt valoriser cette personne parce que je sais qu'elle aura envie d'apprendre et que finalement, si je prends 2 ans après, elle sera meilleure que la personne qui était bonne techniquement dès le début. Ok, donc tu peux faire un léger trade-off finalement, effectivement, avec quelqu'un qui a des soft skills peut-être supérieurs, notamment sur la partie curiosité et proactivité. Donc c'est quand même cette volonté de sortir un petit peu du cadre, d'aller chercher un petit peu au-delà d'une simple fiche de poste. Est-ce que tu penses que c'est très caractéristique au monde des startups ou est-ce que c'est un peu global au monde de la finance? Alors, j'ai pas travaillé en grand groupe, donc je pourrais pas là-dessus, je pourrais pas te répondre, mais en tout cas, au sein d'une startup, quelle que soit la fonction, il faut un esprit entrepreneurial. Parce que justement, en startup, on ne cherche pas forcément quelqu'un qui va juste faire ce qu'on lui demande, mais qui va être là pour que la boîte réussisse. Et donc, ça veut dire parfois sortir de son scope et d'aller prendre des projets qui ne sont pas full finance et d'aller essayer d'aider l'entreprise à croître et à connaître de la croissance. Donc, je pense que si vous voulez travailler en startup aujourd'hui, quel que soit votre poste, vous devez montrer que vous avez un peu cet esprit, cette touche un peu entrepreneuriale. Donc c'est un peu le conseil que tu pourrais donner à des jeunes diplômés aujourd'hui qui s'intéresseraient soit effectivement à le type de carrière que tu as embrassé, soit effectivement au type de structure. Oui, totalement. Et alors justement, on dit beaucoup que la voie royale dans les métiers de la finance, c'est l'audit notamment, ou en tout cas les métiers en cabinet avec cette dimension de conseil qui permettent souvent d'aller acquérir peut-être des compétences un peu plus diversifiées et peut-être cette curiosité dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que les cabinets c'est une bonne école. Moi, si je reprends les 4 ans que j'ai pu faire chez EY, ça m'a apporté de l'organisation, des méthodes de travail, de l'agilité justement, parce qu'on change de mission assez régulièrement, de comprendre plusieurs business, de comprendre plusieurs entreprises. Donc, je trouve que c'est une très bonne école. Après, il n'y a pas une voie unique. Si vous voulez travailler dans le contrôle, chef de contrôle de gestion, vous pouvez passer par le monde des startups en contrôle de gestion, vous pouvez passer par l'expertise comptable, mais vous allez devoir développer une vision plus analytique, sortir un peu de la compta et aller justement vers le contrôle de gestion qui demande plus d'analytique. Et puis vous avez aussi le parcours en VC, en PE, donc il n'y a pas une voie unique. Je pense que il faut développer ses compétences, essayer d'apprendre le plus possible en début de carrière via ces expériences. Et c'est ça qui vous mènera vers là où vous aurez choisi. Super. Peut-être pour terminer, on peut faire un point sur, pour toi, les grandes évolutions. Alors, tu en as souligné certaines qui ont déjà commencé à devenir très concrètes et très réelles avec justement ces automatisations, le RPA, les outils qui sont de plus en plus intégrés et qui permettent
de réduire drastiquement la partie de data crunching pour aller vers plus d'analytique. Pour toi, les évolutions futures du FP&A, quelles sont-elles et qu'est-ce que ça va impliquer pour aujourd'hui les jeunes qui s'intéressent, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui s'intéressent à ce type de carrière en termes de compétences, qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher? La machine est déjà en route, mais maintenant les profils finance doivent avoir un profil data aussi. Il faut avoir des bases en code, en structuration de données, de comment je peux bien structurer ma donnée, comment je peux être autonome en fait, parce que ce qu'on recherche aussi en startup, et moi ce que je recherche quand je recrute quelqu'un, c'est quelqu'un qui va pouvoir être autonome et qui va pas avoir forcément besoin de telle ou telle équipe pour obtenir sa donnée, pour cleaner sa donnée, pour après faire ses analyses. Donc une personne qui sait structurer sa donnée, qui sait coder, qui sait faire ses requêtes, aller chercher la donnée dont on a besoin pour faire ses analyses, en fait, il va mettre beaucoup moins de temps qu'une personne qui ne sait pas faire tout ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est en finance, mais qui n'est pas du tout intéressé par la data, je pense qu'il aura du mal à rattraper le wagon. Après, il y a le sujet des outils, mais il y a de plus en plus d'outils qui permettent de justement faire ces analyses financières. Il faut avoir cette curiosité à apprendre de nouveaux outils, à rester soit la data vise ou les outils FP&A classiques. Il y a cette curiosité de dire ok, je vais peut-être me faire un petit MOOC pour me dire c'est quoi les outils qui sont en place, comment ça fonctionne. Finalement, l'architecture c'est souvent la même, donc une fois que vous en maîtrisez un, en fait l'apprentissage sur le deuxième il va de plus en plus vite, et une fois que vous maîtrisez un ou deux outils, c'est bon en fait, vous savez que vous pouvez vous adapter. Donc ça vous pouvez le vendre facilement en entretien. Après il y a ce pan IA qui est un peu nouveau. Il va toucher la finance. De toute façon, il va toucher l'ensemble des départements et l'ensemble des fonctions. Tu le vois, toi, déjà dans ton quotidien, ou c'est pas encore à ce niveau-là? Alors, je le vois parce que je l'utilise. Moi, j'utilise pas l'IA générative. Je sais pas, par exemple, pour la partie procurement, ça va m'aider à préparer les négos sur mes communications financières. Je vais utiliser aussi l'IA générative pour essayer d'améliorer ma communication. Sur la traduction, par exemple sur la mise en place de nouveaux process, on peut revoir aussi la structure via de l'IA générative. Donc, en fait, l'IA, elle est déjà là, moi j'utilise au quotidien. Alors après, est-ce que ça remplace, comme on a parlé, les grandes tâches que je fais sur la création de modèles et tout? On n'y est pas encore. Mais il ne faut pas se dire que ça ne va pas arriver. Et ça se trouve, la création de modèles financiers, à la fin, se fera exclusivement grâce à l'IA. D'accord. Mais on n'y est pas encore. Donc, est-ce qu'on va tendre peut-être vers un directeur du contrôle de gestion de plus en plus dans la communication pour s'assurer finalement que les informations les informations qu'on va donner aux IA soient les plus précises possibles? Ouais, je pense qu'il y aura... parce qu'en fait, l'IA dépend aussi de la donnée que vous donnez. Ah oui. Donc, les résultats qui vont sortir dépendront aussi de votre travail en amont de cette préparation de cette donnée financière. Donc, il y aura toujours pour moi ce point-là, à moins qu'on arrive encore à automatiser, fiabiliser vraiment la production de données. Mais on n'y est pas. Quand je vois la plupart des entreprises, ils ont toujours des problèmes de données, de qualité de données. Donc, il y aura toujours ce pan-là pour moi. À court terme et même moyen terme côté contrôle de gestion. Et oui, sur cette production de modèles, de prévisions, on va s'améliorer de plus en plus grâce à l'IA, et à la fin, c'est la communication en fait, de ces résultats et des recos qui seront importantes pour le chef de contrôle de gestion. Ok, super. On a fait un plutôt bon tour. Est-ce que tu vois des sujets qu'on n'aurait pas abordés qui te semblaient être fondamentaux ou des points simplement que tu voudrais rajouter? Non, écoute, merci pour toutes ces questions. Je pense qu'on a bien balayé le sujet, mais voilà, pour ceux qui veulent suivre cette voie, il n'y a pas de voie unique. Gardez un peu toujours cette curiosité intellectuelle, auto-formez-vous, et voilà, intéressez-vous, et c'est comme ça qu'en fait vous arriverez aussi à évoluer au sein de votre job. Super. Écoute, Fabien, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu t'exprimer sur le sujet. J'étais ravi de te recevoir à ce micro. Je te souhaite une excellente continuation, d'apprendre encore plein de choses et de t'éclater dans ta passion et dans ton métier.
Et puis j'espère que nos chemins se recroiseront vite. Merci à toi. Et pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir découvert ce métier de directeur du contrôle de gestion. C'était passionnant. Je souhaite de tout cœur avoir répondu à vos interrogations pour vous permettre de mieux gérer et mieux piloter votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et quel métier vous aimeriez découvrir dans les prochains épisodes. Merci. Merci Fabien. Merci.